Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union urbaine. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Boiron, sociologue d'origine haïtienne et auteur qui s'intéresse de près à la démocratie, aux rapports de pouvoir et à la manière dont nos sociétés se racontent. Sociologue de formation et auteur de cœur, il nous aide à comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Frédéric Boiron, bonjour. Merci d'être avec nous à Nouveau Départ. Bonjour Kitty, merci beaucoup de l'invitation. Ben, moi, je suis contente que tu aies accepté. Frédéric, tu es quelqu'un que j'admire dans mon réseau de la culture haïtienne et au-delà depuis que je tiens un micro, c'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans à peu près. je connais ton nom et ton travail. Est-ce que tu me permets de lire un peu ta bio, histoire que nos auditeurs apprennent également à te connaître? Absolument. Alors, Frédéric Boiron est un sociologue québécois d'origine haïtienne et auteur basé à Montréal. Il a enseigné au Cégep Bois-de-Boulogne et à l'Université McGill et intervient régulièrement dans l'espace public, radio, presse, médias sociaux. Essayiste au ton direct, il a publié 3 livres portant sur l'état de la démocratie dans le monde. Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, en 2015. Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale, en 2017. Et Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite, en 2020. Il tient aussi un blog dont le contenu est archivé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec depuis 2018. Côté engagement, il a œuvré longtemps au YMCA de Montréal, a fondé le YMCA d'Haïti et s'implique notamment auprès d'organismes liés aux enjeux sociaux. Wow! C'est tout à fait moi. Rien de moins. Mais toi, comment toi tu te présentes, Frédéric Boiron? Ben, d'abord, je me présente comme un sociologue québécois d'origine haïtienne. Donc, je revendique d'abord le fait que je sois un Québécois, parce que c'est ici que je vis, c'est ici que je paye des impôts, c'est ici que j'ai le droit de vote. Donc, je peux choisir moi-même mes représentants. Donc, je ne peux pas être autre chose qu'un Québécois tant que je n'ai pas le droit de vote ailleurs. Donc, ça, c'est la première chose. Mais comme auteur... Pragmatique. Oui, tout à fait. Et comme auteur, je me présente comme un sociologue infréquentable. Infréquentable, c'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça un matin en me disant tiens, je vais dire que je suis infréquentable. C'est que quand j'ai fait des tournées, particulièrement en Haïti, en France, aux États-Unis, pour présenter mes livres, ben les tournées médiatiques, c'est un petit peu ce que les journalistes me disaient en coulisses. Ils me disaient mais vous allez devenir infréquentable parce que vous adressez des sujets que les autres n'adressent pas. Et particulièrement en Haïti, où moi, je suis très critique par rapport aux politiciens haïtiens, aux politiciens français aussi et québécois et tout, ben les gens me disent en Haïti en particulier, ben nous, on peut pas dire ça. Parce que nous, on craindrait pour notre vie de dire ce que vous dites. Donc, en même temps, ils étaient en train de me dire, on prend des risques de vous recevoir en entrevue. Donc, c'est pour ça que, oui, j'ai adopté, ce slogan de dire que je suis infréquentable parce que je dis ce que d'autres ne peuvent pas dire pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils ont une job qu'ils veulent pas perdre, parce que leur sécurité physique peut être en danger, bon, pour toutes sortes de raisons. Mais moi, j'ai pas de job à perdre et je vis quand même dans une société démocratique qu'est le Québec où je ne risque pas, parce que j'ai critiqué Mark Carney ou François Legault ou la mairesse de Montréal, de me faire mettre en prison ou de me faire tirer une balle dans la tête, quoi. Alors, le sociologue infréquentable qu'on gagnerait à fréquenter. Commençons par le début. Raconte-moi, s'il te plaît, ton arrivée au Québec. Quel âge avais-tu? Quelles étaient les circonstances de ton départ d'Haïti?
Moi, mes parents ont cru bon à un moment donné de quitter Haïti. Mon père a quitté en 1967. Je fais partie de ce que j'appelle d'une génération d'immigrants qui est venue ici, une famille qui est venue ici en pièces détachées. OK. Mon père est venu le premier en 1967. Je crois que ma mère est arrivée en 68 avec ma sœur. Donc, on laisse pas une fille en arrière. Et nous, les 4 garçons, nous sommes arrivés en août 1970. Alors, fais le calcul, ça fait 56 ans. D'accord? 55, 56 ans. Et je dis souvent aux gens que je rencontre sur la rue qui remettent en question, quand je dis que je suis un Québécois d'origine haïtienne, qui remettent en question cette partie québécoise, je leur dis, ben, si vous avez moins de 55 ans, vous êtes probablement un petit peu moins Québécois que moi. Et t'avais quel âge? Moi, j'avais 12 ans. Alors voilà, j'ai 67 ans aujourd'hui. Donc, j'avais 12 ans quand je suis arrivé. Je suis arrivé à Montréal-Nord, sur la rue des Personnages, dans le village des Fleurs qu'on appelle. On était la seule famille haïtienne à Montréal-Nord en 1970. Et l'année où j'arrive, c'est l'année de la tempête du siècle. Wow. Donc, on va connaître l'hiver avant tout le monde, finalement, parce que cette tempête-là, c'était quelque chose. Et en même temps, j'habite à Montréal-Nord et une bonne partie de la crise d'octobre va se dérouler sur la rue des Récollets à Montréal-Nord, donc pas loin de chez nous. Donc, j'arrive au Québec en 1970 dans une situation politique explosive, mais je quitte Port-au-Prince aussi dans une situation explosive. À cette même année-là, un groupe qui était dirigé par un ancien militaire qui s'appelait Caillard, voulait renverser le régime de Duvalier. Et ça va se passer sur la mer. Il y a des bateaux qui vont tirer. Et moi, j'habite au bord de la mer à Carrefour. D'accord. Donc, je vis tout ça. Alors, on pense quitter Haïti pour des troubles politiques et on arrive au Québec dans les troubles politiques. T'avais 12 ans. Là, tu m'expliques ça avec du recul, le recul d'un adulte formé et qui a pris le temps de réfléchir à tout ça. À 12 ans, comment tu vivais ça, toi, comme petit garçon? Qu'est-ce que tu comprenais? Moi, je comprenais rien de ça. C'était pas mon intérêt, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'arrivais au Québec, pour moi, on ne connaissait rien de cette société, on n'en avait jamais entendu parler. J'étais chez les frères de l'instruction chrétienne en Haïti, qui étaient des frères québécois, mais qui ne nous parlaient pas du Québec à part d'éléments québécois qu'on lisait dans les livres. Parce que les frères de l'instruction chrétienne étant des Québécois, ben, ils ont amené en Haïti avec eux des livres québécois. C'est-à-dire qu'on apprenait notre matériel scolaire était essentiellement le même matériel scolaire qu'avaient les jeunes Québécois à ce moment, au même moment que nous. Mais on ne comprenait pas parce qu'on n'était pas dedans. Okay. Mais bon, avec le temps, je vais découvrir que c'est de la propagande misogyne, raciste, homophobe et tout ça qui est dans ce matériel, quoi. Bon, enfin, tout le Québec va le découvrir aussi plus tard, particulièrement par des religieux. Oui. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, Frédéric Boiron, tu te définis comme sociologue québécois d'origine haïtienne. Mais comment ce trait d'union s'est vraiment installé là, entre les deux identités? D'abord, québécois, parce que pour moi, c'est indéniable, je l'ai dit, c'est chez moi, c'est ici que j'ai des enfants, oui. J'ai mon patrimoine, que tu payes j'ai tout, tes que je taxes. paye mes taxes, mais aussi que j'ai reçu toute ma formation. C'est-à-dire que, comme je disais que oui, en Haïti, je recevais une formation québécoise des frères de l'instruction chrétienne, mais j'ai été formé à l'UQAM. Moi, j'ai 3 diplômes qui viennent de l'UQAM, donc je suis un sociologue québécois. C'est-à-dire que j'ai été formé pour analyser la société québécoise, des interrelations dans la société québécoise. Mais ça ne se limite pas à ça. Après, on décide de faire ce qu'on fait. Mais je suis un produit sur le plan académique du Québec. En même temps aussi, j'ai accepté, j'ai adhéré, j'ai décidé. T'as décidé. C'est ma décision que j'ai décidé que je suis un Québécois et je ne permets à personne de remettre ça en question. Maintenant, je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe en Haïti. Je n'ai
pas de bien en Haïti, je n'ai pas de parents en Haïti, je n'ai personne en Haïti, mais ça reste que c'est ma racine. Et donc, cette racine-là, je ne peux pas dire, j'ignore cette partie de moi. J'ai vécu en Haïti jusqu'à 12 ans. C'est pas suffisant pour dire que j'ai une culture haïtienne profonde. C'est-à-dire que je l'ai travaillé, ça. C'est-à-dire que autant que j'ai travaillé pour être québécois, autant j'ai travaillé pour garder mes racines haïtiennes profondes. Maintenant, comment on vit tout ça? Tout simplement. D'accord? Je pense qu'il y a des gens qui sont des Québécois francophones pur laine qui se reconnaissent dans d'autres sociétés pour lesquelles ils vont avoir un parti pris. Moi, j'ai un parti pris pour Haïti, j'ai un parti pris pour le Québec, et le parti pris que j'ai pour Haïti, c'est que j'étais tombé sur une chanson d'un bootleg que j'avais acheté sur la rue à Boston. Puis à l'époque, là, j'étais dans l'auto, c'était une cassette là, que j'avais achetée. Puis il y avait une chanson là, sur cette affaire-là, sur cette cassette-là qui disait « It could have been you, it could have been me ». Puis, quand je regarde ce qui se passe en Haïti, cette chanson me revient toujours dans la tête. « It could have been me. It could have been you. » Yes. OK? Donc, ça aurait pu être moi. Donc, j'ai cette... l'immigration haïtienne, mon immigration haïtienne, c'est le fruit d'une série de hasards. Le fruit d'une série de chances sur le parcours. Mes parents faisaient partie de cette génération de gens intellectuels, formés, etc., que le Québec recherchait pour sa révolution tranquille. Donc, ils sont arrivés. D'accord? Puis là, ils ont fait venir leurs enfants, etc. Bon, voilà. Mais c'est une chance qu'ils aient eue d'avoir été à l'école, d'avoir pu avoir une formation. C'est une chance dans ce pays-là. C'est une chance aussi qu'ils aient été sélectionnés par le Québec. C'est une chance que ce jour-là, quand ils sont arrivés, que l'agent d'immigration, l'agent des douanes les ait laissés passer. Oui, oui. C'est une chance qu'on leur accordait un visa. Donc après ça, le reste, on en fait ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. Mais il faut se dire que it could have been me. Quand je vois ce que les gens vivent en Haïti, puis j'y allais régulièrement avant les crises, mais je me disais, quand je vais sur le quartier où j'habitais, puis je regarde comment vivent des gens avec qui je vivais à l'époque, je me dis, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler de ça. Et c'est ça qui fait qu'on reste humain. C'est qu'on soit capable tout le temps de comprendre d'où on vient. Et pour moi, aujourd'hui, Frédéric Boiron a 67 ans. Je sais pertinemment que je suis un privilégié. Et le rôle du privilégié, c'est de ne pas ce n'est pas de se mettre au-dessus, c'est de tout faire pour que les autres deviennent aussi privilégiés que soi. Et pour moi, si on ne fait pas ça, si on ne dénonce pas des choses, si on n'élève pas la voix qu'on a la possibilité d'avoir, c'est tout un privilège que j'ai d'être au micro ici aujourd'hui. Oui. C'est un privilège que j'ai de pouvoir un privilège qu'on partage tous, oui, c'est vrai. D'aller à Radio-Canada, Télé, Radio, France 24, etc., toutes ces places-là. Mais ce privilège-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est pour faire de moi une petite vedette là, qui veut se faire voir ou c'est pour dénoncer des choses? C'est un privilège que j'ai de savoir écrire. Encore un plus gros privilège de pouvoir publier 3 livres. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et surtout le fait de choisir qui on est, comment on va utiliser cette identité-là. Tu sais, moi, j'ai compris dans ma vie, le futur, t'as pas besoin de le décider ou de le connaître. En fait, c'est juste le permettre. Et c'est un peu tout ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, ça résonne bien en moi. J'aimerais revenir sur le titre de tes livres. Parce que ça m'a quand même fait rigoler en lisant ta bio, parce que je pense pas que c'est par hasard que tu choisis ce genre de titres qui ont un ton provocateur, ludique, mais en même temps très révélateur. Si je peux me permettre de relire les 3 titres de tes livres, Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit. Mm-hmm.
Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. C'est ça. Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Et le troisième, inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. Est-ce que il y a vraiment une volonté de provoquer, de faire rire, de faire réfléchir? Comment tu choisis tes titres de livres? C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. D'abord, je dirais que c'est une seule phrase. Hein? C'est une seule phrase. Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, virgule. Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. C'est une phrase que tu as coupée en trois. C'est coupé en trois. Mais le hasard a donné ça, d'accord? Mais essentiellement, pour moi, le titre du livre, les titres de mes livres ont plus de succès que mes livres. Donc, mais n'empêche que ce qu'on essaie de faire en publiant un titre, c'est que les gens s'en rappellent. Donc, à partir du moment où les gens se rappellent du titre, ils se rappellent de l'auteur. Et après, ils vont faire cette décision d'achat. Et moi, je n'incite pas les gens nécessairement à acheter mes livres. Je dis à d'autres, je ne suis pas un vendeur de livres, d'accord? Je partage des idées. Mes livres, c'est un outil parmi tous les outils dont je dispose. Premier outil, je suis là avec toi. Oui. Donc, je suis là, je partage mes idées. Tu es un communicateur. Je suis un communicateur. Ce que je vends, ce sont des idées. Ce que je vends, c'est mon indignation. Et c'est inciter les gens à s'indigner aussi et à agir. Donc, je fais de la radio, je fais de la télé, je suis ici avec toi, j'ai un livre, j'ai un blog. Et quand les gens me disent « Ouais, mais ton livre », je dis « Allez sur mon blog, lisez d'abord ce qu'il y a sur mon blog. Il y a à peu près une centaine de textes sur mon blog. Si ça vous intéresse, après, vous irez pour les livres. » Maintenant, le titre, c'est très important. Le premier, au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, c'est que si vous regardez la Constitution américaine, ça commence par « We the people ». Et pour moi, c'est la même chose que de dire « Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit », qui est une déformation de « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », pour dire que la démocratie, telle qu'on essaie de nous la vendre, c'est quasiment une religion. D'accord? Maintenant, regardez autour de vous, chaque fois qu'il y a un pays qui ne fait pas l'affaire des puissants, on veut y établir la démocratie. D'accord? Donc, on va en Afrique établir la démocratie, mais on établit seulement la démocratie dans les pays pauvres. Quand les pays sont riches, comme par exemple l'Arabie saoudite, qui est dirigée par un assassin, que tout le monde reconnaît comme étant celui qui a commandé l'assassinat du journaliste Jamel Khashoggi, mais il fait partie du G20. Et tout le monde le considère comme un génie, etc. Mais ils sont riches. Ils sont extra riches. Donc, ce sont ces éléments-là qui m'ont fait concevoir ce titre-là. Le deuxième titre, « Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale ». Mais j'étais en Afrique. J'ai fait un séjour en Afrique et puis, à ce moment-là, je dirigeais Action contre la faim, qui est la 3e plus grosse ONG au monde. Et là, je me rendais compte que non, on est en train de nourrir des gens pour qu'ils se taisent. Et puis, j'avais aussi j'ai révélé dans ce livre-là aussi un ensemble de choses qui ont été faites où je dis qu'on a pornographié l'aide internationale. D'accord. Donc, ce sont des choses comme ça qui font que je compose un titre comme ça. Mais et le dernier? Inconduite, tweet et autres bullshit, c'est un hommage à Denis Coderre. Denis Coderre a envoyé un tweet pour dire qu'il s'en allait au parc du Lance-à-Lorme et qu'il avait une importante déclaration à faire. Il est arrivé dans ce parc dans l'après-midi avec tout l'habillement de démolisseur et il a commencé à démolir une dalle de béton qu'avait installée Poste Canada pour éventuellement des boîtes postales communautaires. Alors, notre Denis se met là, il fait ça, il fait son rablabla, il dit des niaiseries, comme d'habitude, il lance une couple de slogans, puis, bon, there's a new sheriff in town, puis toutes sortes de niaiseries qu'il a l'habitude de dire, boisson, fraise, l'embouillon, bon, toutes sortes de niaiseries. Et puis là, Denis s'en va. OK. Alors, on me dit, mais c'est une inconduite, puis, basée sur un tweet. C'est une élite en faillite. C'est quoi l'autre? C'est ça. Puis il a raconté un ensemble de bullshit. Donc, inconduite, tweet,
et autres bullshit d'une élite en faillite, c'est un hommage à Denis Coderre. Mais ce qui est important, Katie, c'est qu'il faut savoir que si un jeune Québécois francophone blanc d'Hochelaga-Maisonneuve, d'en bas de la traque, avait pris un marteau-piqueur de son employeur puis qu'il avait démoli un bien public, d'accord? Et je me demande s'il aurait été permis à ce jeune de se représenter à la mairie de Montréal et même de vouloir devenir chef du Parti libéral du Québec et éventuellement de diriger la province du Québec, donc de diriger le Québec et donc de gérer les impôts des gens qui payent leurs impôts quand toi-même tu as démoli un bien conçu avec les impôts des gens qui payent leurs impôts quand toi-même tu payes pas tes impôts. Fait que c'est ce genre de réflexion que tu proposes et dans ton dernier livre et dans les livres précédents. Et sur mon blog. Ah, c'est vraiment intéressant. Il nous reste pas beaucoup de temps pour à notre jazette là, mon Dieu. J'aimerais étirer le temps. Est-ce que on se fait plaisir et tu nous fais la lecture d'un extrait du dernier livre? Alors, c'est à la page 36 de Inconduite, Tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. Merci, Frédéric Boiron. Oui. Alors, j'ai écrit une note à Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, c'est le président, à l'époque, il était le président du Brésil et il est actuellement en prison. Oui. Alors, voici ce que je dis à Jair Bolsonaro. Ah, c'est très à propos. Voilà. En 2003, avant de devenir président du Brésil, alors que vous étiez simple député, vous aviez dit au sujet d'une adversaire, « Elle ne mérite pas d'être violée, elle est trop laide, c'est pas mon genre. » Quand j'ai appris que vous aviez dit que si votre petite dernière est une fille, c'est parce qu'au moment de la conception, vous avez eu un moment de faiblesse. C'est là que j'ai compris que vous êtes misogyne. Quand j'ai appris que vous aviez rappelé à vos 4 garçons qu'ils étaient trop éduqués pour tomber en amour avec une négresse, c'est là que j'ai compris que vous êtes un misogyne raciste. Quand j'ai appris que vous aviez dit à vos 4 garçons qui se croyaient condamnés à ne pouvoir aimer que des caucasiennes, que vous préféreriez vous donner la mort si l'un d'eux se présentait à la maison avec un moustachu, j'ai réalisé que vous êtes et resterez un misogyne raciste et homophobe. Quand j'ai appris, en mai 2019, que vous aviez dit « On dit que je suis homophobe, raciste, fasciste, xénophobe, mais j'ai gagné toutes mes élections. » C'est là que j'ai compris que c'est pas vous le problème. Ah, merci. J'ai envie d'applaudir. Merci beaucoup. Et Frédéric Boiron, tu as aussi été conseiller stratégique du SPVM sur les pratiques d'interpellation policière. En tant qu'homme noir issu de l'immigration, comment vis-tu le débat sur le racisme systémique qui perdure au Québec en ce moment? François Legault est le seul chef d'État au Canada et parmi les rares en Amérique du Nord, avec Donald Trump, etc., qui ne reconnaissent pas l'existence du racisme systémique. Ensuite, vous avez Pierre Saint-Paul Plamondon et le chef du Bloc, M. Blanchette, qui ne reconnaissent pas le racisme systémique. Tout le monde reconnaît que le racisme systémique, quand on le définit comme moi je le définis, eh bien à ce moment-là, c'est très simple à comprendre. Ce n'est pas une chasse aux racistes. C'est une chasse au comportement qu'ont les gens. C'est de changer des comportements. Un raciste, ça ne se change pas. Il va le rester toute sa vie. Mais quelqu'un qui a des comportements racistes n'est pas nécessairement responsable de ce comportement-là. C'est-à-dire que c'est dans la culture de l'organisation. Quand vous êtes policier, vous devez savoir des choses fondamentales. Vous devez savoir que jusqu'en 1974, le règlement au Québec disait que pour être policier, il fallait être un homme. Jusqu'en 1984, pour être policier, il fallait mesurer 5 pieds 8. Donc, c'est une organisation qui a dit dans le passé non aux femmes. Donc, c'est une organisation qui a une culture misogyne. Et ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout en Amérique du Nord. La notion de la taille jusqu'en 84, à 5 pieds 8, la majorité des gens qui font partie des communautés asiatiques, latino-américaines, autochtones et plusieurs communautés noires ne font pas 5 pieds 8. Donc, on ne les retrouve pas dans la police. Donc, ne sont pas les bienvenus. Mais c'est ça
quelque chose qui reste dans la culture de l'organisation. Donc, ce ne sont pas les individus qui sont racistes. De toute façon, il n'y a personne qui va vous dire clairement, là, je suis raciste. Et même quand ils vous disent qu'ils sont racistes, vous pouvez avoir des doutes. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas capable, si vous êtes raciste, là, quand vous voyez un enfant autochtone en train de se noyer dans 3 pieds d'eau, bien, vous rentrez chez vous, vous allez prendre une bière. Vous ne faites rien. Ouf, c'est dur. C'est ça un raciste. D'accord? Et je connais personne qui est capable de faire ça. D'accord? Donc, vous allez avoir des gens qui vont vous crier des bêtises, etc. On s'en fout. C'est pas ça. Ça ne change pas grand-chose. Mais quand vous refusez de louer un appartement à quelqu'un parce qu'elle est voilée, là, on commence à tomber dans des choses où ça a un impact sur la vie des gens, sur les opportunités d'avoir un emploi, de pouvoir consommer, etc. Donc, c'est là que ça devient un problème. Mais pour moi, je dis toujours que, en ce qui concerne la police, on n'est pas à la chasse aux individus racistes parce que c'est pas mesurable. Ce qui est mesurable, est-ce que vous avez interpellé cette personne parce que vous trouvez que la voiture qu'elle conduit ne lui ressemble pas? Est-ce qu'à ce moment-là, vous l'avez fait parce que la personne est noire, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est d'Hochelaga Maisonneuve, parce qu'elle est juive, etc. Donc, ce n'est pas seulement le racisme qui est systémique, c'est la misogynie, il y a une discrimination sociale aussi, parce qu'elle est jeune, cette personne. Donc, une fois qu'on a compris ça, ben, c'est simple. On comprend que on cherche à changer, ce ne sont pas les individus, mais les traces qui restent dans la culture de l'organisation qui font que l'individu a un certain comportement et que les autres autour trouvent ça normal. Bien, il y a beaucoup d'organismes qui auraient avantage à s'intéresser, à discuter avec toi pour justement ouvrir les œillères, ouvrir la conversation, continuer la conversation et la réflexion. Merci beaucoup pour ça. Ben, écoute, c'est déjà presque la fin de notre moment. Là, en ce moment, sur quoi tu travailles, Frédéric Boiron? J'ai un livre qui va sortir en mai 2026. Je ne dis pas le titre encore. On va partir sur un autre débat. On va faire un acrostiche, là. C'est ça, on va repartir sur une autre affaire. Mais non, je repars une nouvelle série. La série que j'avais faite, c'était Mythe, vérité et mensonge sur la démocratie, donc les 3 titres que tu viens de nommer. Et la prochaine série que je vais faire, ben, ça va s'appeler Choses inattendues et gens entendus. Donc, je m'inspire beaucoup de l'œuvre de Maurice Sixto. Je considère Maurice Sixto comme le plus grand sociologue québécois, même s'il n'était pas... le plus grand sociologue haïtien, même s'il n'était pas sociologue. Et pour terminer, écoute, il me reste 1 minute. Je voulais qu'on parle du YMCA, d'Haïti, de ton projet de série. Mais Haïti est toujours dans ta mire? Absolument. Je travaille avec tous ceux qui sont intéressés sur la question haïtienne, sur la sortie de crise. Il y a une crise qui s'en vient. Il y en a toujours une qui s'en vient. Après l'autre, il y en a une autre. Et moi, je participe dans les cercles de discussion sur la sortie de crise en Haïti. Je suis toujours présent. J'ai le privilège, encore comme privilégié, d'être invité et qu'on considère que mes idées sont intéressantes pour cette sortie de crise-là. Donc, je fais partie des acteurs intéressés et qui agissent en conséquence. Merci beaucoup, Frédéric Boiron. Tu es définitivement quelqu'un de très intéressant. La série de livres Mythes, vérité et mensonges sur la démocratie sont actuellement disponibles sur le site de Frédéric Boiron, frédéricboiron.com. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Aujourd'hui, à Nouveau Départ, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Stéphane Martelly, qui est à la fois peintre, écrivaine, enseignante, mais surtout poète. Elle est d'ailleurs finaliste du très prestigieux prix littéraire du gouverneur général, catégorie poésie. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Kitty, comment vas-tu? Ça va bien. C'est pas facile de dire gouverneur général. Beaucoup de G. Beaucoup de G. Et écoute Stéphane, est-ce que tu me permets de lire un peu ta bio, histoire que nos auditeurs apprennent à te connaître? Oui, avec plaisir. Né en Haïti, Stéphane Martelly écrit de la poésie.
Cette écriture prend les formes variables de l'essai, de la fable, du poème, de la peinture aussi ou de la traduction. Elle est professeure à l'Université de Sherbrooke. Ses œuvres comprennent un essai majeur en recherche-création. Les jeux du dissemblable, publié chez Nota Bene en 2016, de la poésie inventaire, publiée chez Triptyque en 2016, et plusieurs fables illustrées, les deux dernières étant Comme un trait et Le fil d'or et d'argent, publié en 2022. Elle montre aussi ses toiles dans des expositions importantes comme Imaginaire souverain en 2023. Stéphane Martelly a aussi fondé la collection Martial dédiée aux femmes noires qui écrivent. Et tu es finaliste du prix littéraire du gouverneur général, catégorie poésie, en 2025 pour ton livre Mourir est beau. Wow! Merci beaucoup. Je suis un peu occupée. Stéphane, tu sais, mon balado, c'était vraiment des conversations que je propose pour parler de son expérience d'immigrer au Québec. Oui. Moi, mes parents ont choisi le Québec quand j'avais à peine 2 ans. Et ça a complètement changé non seulement ma trajectoire, mais aussi l'histoire de ma famille. Et c'est pour ça que ça m'intéresse tellement, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus courageux, ou peut-être que c'est le dernier rempart de quitter tout. Oui. Des fois, on part par aventure, mais souvent, c'est aussi pour sauver sa peau. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur toi, Stéphane Martelly, moi qui est comme, je dévore les livres et là, je suis vraiment contente d'avoir entre mes mains ton dernier recueil, Mourir est beau. Comment, pour toi, ça s'est passé, ta rencontre avec le Québec? Écoute, d'abord, merci de m'accueillir. C'est vraiment une très bonne idée de faire ces échanges sur des questions aussi sensibles que l'immigration. Je te dirais que je suis venue, ça a été en 2 fois, mon arrivée au Québec. La première fois, c'était à la suite de mes études universitaires en Haïti. Je savais que je voyagerais probablement pour faire une maîtrise. Et puis, c'est au Québec que j'ai trouvé une opportunité intéressante pour moi à l'époque, de venir faire une maîtrise en littérature, ce qui était toujours mon objectif. Dans un programme spécifiquement qui ne m'inscrivait pas comme immigrante parce que c'était un programme, et puis j'étais au courant et je l'avais choisi à dessein, qui prévoyait qu'après ma formation de second cycle, je rentrerais en Haïti pour travailler, ce qui était parfait pour moi. Et donc, c'est cette première fois, dans les années 90, à la fin des années 90, c'est là où vraiment j'ai découvert un peu la vie au Québec, la vie au Canada, et puis vécu mes premiers hivers, entré à l'Université de Montréal pour faire ma maîtrise. Ça a duré un petit peu plus que 2 ans. Et après, je suis rentrée vivre en Haïti, travailler. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait plusieurs choses différentes. Et puis après, vers 2002, j'ai recommencé à voyager. J'ai vécu dans plusieurs autres pays. J'ai vécu en Belgique pendant presque 1 an. Ah oui? Oui. Mais finalement, mon expérience montréalaise m'avait laissé de très, très bons souvenirs. Alors, comme la situation en Haïti se compliquait beaucoup et que il était assez évident que j'étais partie pour un moment, je n'avais pas encore conscience de la durée de ce moment. Oui. J'ai décidé tout simplement de revenir à Montréal, que je connaissais déjà. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un va-et-vient, un peu comme une vague. Ouais. Et la vague du cœur t'a ramené ici. Oui, c'est ça. C'était une très belle expérience. C'était une société un peu différente aussi de maintenant, à plusieurs égards, et où je sentais que je pouvais m'inscrire ou construire quelque chose. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais après toutes ces années à passer au Québec... Oui. Ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. Souvent, on se dit, moi, je pars pour quelques mois. Déjà. Écoute, c'est fou. Mais quelle est maintenant ta relation avec Haïti? Ma relation avec Haïti est très profonde parce que vraiment, tu vois, c'est un peu l'inverse de toi d'un certain point de vue. Moi, non seulement je suis née en Haïti, mais j'ai grandi en Haïti, mais surtout, je suis devenue adulte en Haïti. Donc, c'est vraiment comme jeune adulte que je suis arrivée ici. Et tu vois, maintenant, je suis presque moitié dans mon expérience haïtienne et mon expérience québécoise. Donc aujourd'hui, pour moi, si tu veux, le Québec, c'est l'espace où je m'inscris, où je me suis déposée, où je me suis implantée,
où j'ai construit une vie de famille, une vie professionnelle. C'est le lieu à partir duquel j'écris et puis je déploie ma pensée, je déploie mon travail. Haïti, pour moi, ça reste vraiment l'endroit où je me suis construite et l'endroit auquel je dois tout finalement pour moi. Tu vois? Ça m'intéresse beaucoup ce que tu me partages. Moi, personnellement, je te fais des confidences aussi. Vas-y. J'ai des rêves de migration. Ouais. J'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Tu sais, cette Oui, expression-là. Donc, ça m'intéresse d'entendre des gens qui ont quitté adultes. Ouais. Pour savoir quelles sont les émotions qui t'ont traversé. À quoi tu pensais quand tu faisais toutes ces décisions pour toi-même, que tu allais vraiment aller te déposer ailleurs? Écoute, c'est une décision à plusieurs paliers, si tu veux. Par rapport à mon travail, par rapport à ma vie intellectuelle et professionnelle, je savais que je serais appelée à bouger. Ce que je ne savais pas, et donc c'était un peu dans l'air du temps. D'ailleurs, mon départ pour la Belgique s'est fait de manière un peu fortuite. C'est vraiment une professeure de là-bas qui a voulu me recruter pour que je vienne travailler avec elle en Belgique. Donc, c'est même pas mon initiative, tu vois, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Un cadeau de la vie, là. Et puis, bon, cadeau, ça va pas être toujours facile, mais tu vois. C'était vraiment quelque chose qui allait à la rencontre d'une volonté de ma part aussi de bouger. L'époque où cette opportunité s'est présentée, c'était aussi une époque où les choses devenaient vraiment plus difficiles en Haïti. On sentait déjà, à l'époque, j'étais déjà en couple, et donc on sentait déjà que la situation allait devenir probablement très difficile au cours des prochaines années. Donc, ça nous a décidé un peu tous les deux à bouger en même temps, tu vois. Et après, quand il était clair que ce serait un séjour qui se prolongerait, et que je voulais encore bouger. Je n'avais pas l'intention de rester vraiment en Belgique. Comme j'avais eu une très bonne expérience montréalaise, c'est vraiment l'une des premières idées que j'ai eues, tu vois, pour revenir. Et mais comme tu le dis, tu sais, les cadeaux, hein, ça n'est pas toujours bien emballé. Alors, quand tu as décidé de t'installer à Montréal, oui. Quelles émotions te traversaient? Beaucoup d'ambivalence, tu vois, surtout au fur et à mesure au début, c'est-à-dire chaque fois la volonté parce que je suis vraiment quelqu'un, je crois, qui construit des choses. J'imagine des choses et je construis des choses. Alors, ces tentatives sont assez souvent, je dois dire, je ne peux pas être, tu vois, manquer de reconnaissance. C'est-à-dire, assez souvent, ce sont des tentatives qui se révèlent réussies, mais derrière ces réussites, évidemment, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de combats, il y a des impasses aussi, il y a des échecs aussi. Alors, c'est un peu, voilà, je me bats avec la vie et puis je force un peu la vie à me donner ce que j'ai envie qu'elle me donne. Et donc, c'est des sentiments ambivalents. Et puis, l'ambivalence est venue à partir du moment où j'ai compris que ce ne serait pas si simple pour moi d'aller et venir. Parce que dans ma tête, j'étais à l'étranger, mais je gardais un lien très fort avec Haïti. J'irais, je reviendrais, j'irais, je reviendrais. Je passerais une partie de l'année là-bas à continuer à enseigner, à continuer à travailler, à créer. Et puis, plus le temps passait, moins c'était possible parce que la situation politique se détériorait de plus en plus, la situation sécuritaire aussi. Alors, ça a été pour moi une série de deuils successifs, tu vois, de voir que finalement, la vie un peu moitié-moitié que j'imaginais ne pouvait pas avoir lieu. Et là, il a fallu trouver d'autres modalités d'exister, d'autres modalités d'investir la société pour vraiment garder une certaine intégrité par rapport à qui j'étais. Est-ce que tout ça, justement, ton expérience d'immigration a influencé ta créativité, a influencé ta façon d'écrire? J'imagine que ça a influencé ce sur quoi tu écris. Mais tu sais, c'est assez particulier là aussi. C'est-à-dire, oui, probablement, oui, dans un certain sens, inévitablement. Tu vois, tu te nourris comme créatrice de ton environnement et puis tu essaies d'adresser par ta création des questions aussi et d'adresser des réponses à ton environnement ou des réclamations ou des protestations ou des adhésions. Oui, donc inévitablement. Mais je pense que, et puis c'est là que je repense à ta question d'immigration au début, je pense que quelque part, la question de l'appartenance a toujours été un peu irrésolue pour moi. C'est-à-dire que, en même temps, même en Haïti, j'étais un peu dans la marge, tu vois. C'est-à-dire, je n'étais pas non plus quelqu'un qui rentrait parfaitement dans les moules proposés de mon existence. Explique-moi un peu plus. J'étais un peu
étrange, comme tous les créateurs, je crois. C'est-à-dire, si tu te mets à inventer l'autre monde, c'est un petit peu parfois parce que tu ne te sens pas complètement adhérer à celui qui t'est proposé. En tout cas, moi, je vis beaucoup ma création comme cela. Et donc, j'ai continué un peu mon petit décalage partout où je suis allée, je crois, tu vois. Mais en même temps, Haïti m'a donné une sorte de fondation très solide qui me permet de justement ne pas me poser, par exemple, la question de l'identité, ne pas trop me poser la question de l'appartenance. C'est comme je sais qui je suis et quel que soit l'endroit où j'atterris, je peux renégocier sans arrêt les limites de mon identité, de mes questionnements, de ma personne, etc. Tu sais, je t'ai partagé un peu la réalité de mes parents. Oui. Il y a une autre réalité qui est que mon père est un homme très intellectuel. C'est de lui que je retiens tout mon goût et ma curiosité, mon obsession pour la culture, la créativité, mais aussi la science. Oui. Et c'est lui qui m'a aidé à réconcilier en moi ce côté justement très anticonformiste, scientifique, nerd, et que tout peut cohabiter dans la même personne. Mais oui. Et j'aime côtoyer des personnes comme toi parce que ça me rappelle ça. Tu es à la fois tellement intellectuelle, mais en même temps créatrice. Tu es dans ton monde imaginaire. C'est cohérent, mais en même temps pas tant. Toi, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais cette personne très tôt. Où cohabitait autant d'énergie et de polarité? Mais très tôt, je crois. Et en fait, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à écrire de la poésie, tu vois. C'est pour essayer de compléter un peu les choses incomplètes qui me venaient du monde. J'avais besoin de continuer à imaginer le monde, à imaginer des univers qui m'entourent, parce que je ne sentais pas que toutes les réponses qui m'étaient fournies étaient suffisantes. Donc il faut toujours que, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours que j'imagine plus pour me sentir assez confortable pour exister. Donc c'est vraiment, ma création est vraiment une question un peu urgente, une modalité d'exister un peu urgente pour moi. Tu vois, alors c'est pour ça que j'ai commencé à écrire vraiment enfant. J'avais 8 ans quand j'ai écrit mon premier poème. Donc j'étais vraiment très jeune et c'était toujours avec ce même sentiment. Je vois quelque chose et je n'ai pas l'impression qu'il existe déjà les paroles pour le formuler. Et à 8 ans, de quoi parlais-tu? Je parlais de la lune, bien sûr. Je parlais de la lune. J'ai oublié ce poème, mais je me souviens très bien la motivation qui m'a conduit à l'écrire. Et puis, depuis lors, je n'ai pas vraiment arrêté, tu vois, d'être dans la création, même si le côté scientifique m'a beaucoup intéressé longtemps, en fait, aussi. Et à un moment, il a fallu prendre une décision parce que j'étais très tentée, par exemple, par de très longues études en mathématiques. Mais j'ai trouvé qu'à la fin, la création me permettait d'imaginer encore plus. Oui. Tu vois? Et j'essaie de te voir en mathématicienne. Férocement mathématicienne. Mais tu vois, c'est un peu la même chose. Tu aurais été excellente parce que ça prend beaucoup de créativité pour solutionner des... Tout à fait. Des équations très compliquées. Ouais. Tout à fait. Et je reviens à ce livre et encore merci pour le cadeau. Moi, je t'en prie. Mourir est beau. Stéphane, ton recueil Mourir est beau est finaliste au prix du gouverneur général. Est-ce que le titre fait référence à la dessalinienne? Oui, c'est la dessalinienne. Oui, ça fait référence à la dessalinienne, tu vois. Dessalinienne, merci. C'est une parole qui existe dans la dessalinienne et qui est étonnante quelque part parce que c'est un hymne national, donc ça définit une nation. Donc ça peut sembler étrange de dire « mourir est beau » dans un hymne qui définit ta nation. Et là, il y a des gens qui vont se dire « mais de quoi parle-t-elle » Donc, ça dit dans la dessalinienne « mourir est beau », mais c'est seulement pour le renverser vers la vie. C'est-à-dire, c'est « mourir est beau » si on peut lutter jusqu'à la mort pour la liberté. Si on peut faire un pays à partir de cette lutte-là. Il y a des principes importants qui méritent qu'on les défende jusqu'au bout. C'est un peu dans ce sens-là. La dessalinienne, c'est l'hymne. Oui, c'est l'hymne national. C'est l'hymne national d'Haïti. Oui, voilà. Bien évidemment. Je pensais qu'on l'avait mentionné. Mais plus largement, en fait, c'est un projet... Mes projets de création sont toujours très longs, en fait.
Ça prend beaucoup de temps. Et celui-là, c'est un projet que j'ai mené pendant presque 10 ans, peut-être même un peu plus. Parce que je voulais réfléchir à cette question de la mort des personnes afrodescendantes. 10 ans de réflexion, Oui, d'accumulation. oui. Wow. C'est long. Les projets ont l'air d'être rapides parce qu'ils se succèdent, mais c'est parce qu'ils sont décalés dans le temps. Mais en fait, mes derniers projets m'ont pris 6 ans, 10 ans, 12 ans. Ce sont D'accord. des projets longs. Pourquoi si long? Parce que ce sont des questions en général complexes et puis urgentes pour moi. Et Mourir est beau notamment, c'est parce que je voulais, au-delà de la dessalinienne, je voulais réfléchir à cette question de la mort des personnes Oui. noires dans les Amériques. Pourquoi est-ce que cette mort apparaît parfois comme absurde? Elle tombe sur les individus à n'importe quel moment en Amérique du Nord. Et comment est-ce que les personnes haïtiennes ont transformé la mort en un principe fondateur qui, au contraire, les a propulsés vers le vivant? Alors, je voulais réfléchir à des questions finalement très philosophiques de la mort et la vie autour de l'existence des personnes noires dans les Amériques. Alors, pour ça, j'ai vraiment lu beaucoup, réfléchi longtemps, interviewé beaucoup de poètes avec D'accord. lesquels je voulais discuter de ces idées-là. Et j'ai écrit de manière continue pendant presque ces 10 ans pour, à la fin, savoir quel livre j'étais en train d'écrire et puis comment est-ce que j'allais le mettre ensemble. C'est comme un essai poétique. C'est comme un essai poétique, tout à fait, tout à fait. Et il est divisé en différentes sections. Mais le grand secret, c'est-à-dire que parfois j'ai eu toutes sortes de réactions par rapport à ce livre-là. Il y a des gens que le titre a beaucoup choqué. Évidemment, c'est fait pour ça aussi. Il y a Il y a- quelque chose de passif-agressif dans le titre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est passif-agressif ou si c'est un secret qu'il faut un petit peu élucider, tu vois. Et donc, mais au fond, beaucoup plus que... C'est un livre qui, si tu veux, le côté un peu subterfuge, c'est qu'il a l'air de s'intéresser à la mort des personnes noires pour en fait parler de leur vie et de leur capacité à créer de la vie, même dans des conditions qui ne prévoient pas leur existence complète. Donc, c'est un geste très volontaire vers la vie, tu vois. Stéphane, est-ce qu'on se fait plaisir? Est-ce qu'on lit un extrait, s'il vous plaît? Mais oui. avec À plaisir. chaque émission, je fais la lecture avec mon invité. Mais pour cette fois-ci, vu que je viens de recevoir le recueil, et la poésie, ça requiert tellement une compréhension du rythme et du sens, le bon sens de la lecture, je vais te laisser nous faire la lecture. Je suis pas fâchée de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un peu 2 poèmes du début et un poème de la fin. Comme ça permettra de vivre en accéléré ce cheminement. Alors, fermez les yeux ou tamisez ou mettez-vous dans un moment de réflexion. Sur la crête. Avant de commencer, savoir déjà qu'il y a quelque chose de perdu, d'excessif. Une mort si belle, étiolée ne soit, celle qui nous révèle, nous extasie sur nos fins, précède notre émancipation, clôture le désir si souvent répété de notre fin. Sur la crête, je veillerai, toute voile dehors, lampe allumée, à ne pas éteindre par inadvertance les incendies promis. Ici alors, que l'oubli, paraît-il, soit ma seule chance, écartillée, à perte de vue. Nos corps deviennent des décomptes, audibles du dedans, contenant émiettables de notre rebours accéléré. Nous sommes précipités vers des fins sans issue qui annonceront notre repos si retardé, puisque la vie n'est pas pour nous ici hospitalière. Il nous faut dans nos appartements garder mémoire d'une vraie vie qui est ailleurs, mais que nous nous appliquons à oublier. Nous acceptons ainsi la contrition du froid, du mesuré, de nos corps soudain illisibles et translucides. Nous acceptons les luttes de peu de conséquences, sécuritaires, repus. Nous renonçons à être, petit bout par petit bout, et nos corps l'ayant compris, affolés soudain de notre peu de présence,
précipite la fin. Eau. Sous les eaux, nous serons engloutis, malades, naufragés dans la gorge, salés, comptés, emportés dans le ventre des navires, avec la mer complice de toutes les perversions. Sous les eaux, quelquefois, nous traverserons amiral. Des voies anciennes sous les eaux nous porteront vers le rivage. Nous franchirons des seuils. Nous affronterons une fois de plus l'air renouvelé de nos naissances. Sous les eaux, nous nous déverserons. Nous répondrons aux appels des océans. Nous réparerons leurs ravages des lumières de nos corps. Sur les eaux, fendant les vagues, conquérantes du gouffre, Imamou nous ramènera du côté de la vie. Sur les pierres, nous porterons des jupes mousseuses à la rencontre des vagues. Nos os seront sertis du poids de nos blessures, chutés sur les pierres matricielles, abandonnées depuis trop longtemps. Soudain, nous ferons face à la mer et à ses tremblements. Merci Stéphane Martelly. Merci Kitty. Je voyais des diapositives à chaque phrase. C'est magnifique. Vraiment un livre à découvrir. Stéphane Martelly, en 2020, tu as fondé la collection Martial et aux éditions du Remue-Ménage consacrée à l'écriture des femmes noires. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de cette belle initiative? C'était un grand projet. Je voulais vraiment créer cet espace dont on parlait depuis un certain temps, mais qui n'était pas encore apparu. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'écrivaines noires à publier au Québec. Avant, oui, il y en a toujours eu, mais jamais encore un mouvement collectif. Et là, je voulais créer comme une vague de fond. Et en collaboration avec des femmes avec lesquelles je menais des ateliers d'écriture depuis presque 2 ans avant, dans le plus grand des secrets. Et j'ai décidé de fonder cette collection aux éditions du Remue-Ménage, qui est une maison d'édition féministe et qui, pour le coup, avait imprudemment décidé de me confier une carte blanche, sans savoir que j'avais déjà un projet pour elle. Et donc, depuis lors, voilà, on a publié des femmes noires venant de différents horizons, pour la plupart résidant au Québec, mais pas toutes. Finalement, tu vois, 5 ans plus tard, j'ai publié 7 livres différents. Est-ce que tu peux nous les nommer, que leur nom résonne? Bien sûr, Pascale Bernardin, la première, qui a publié Chronique frigide d'un modèle vivant. Valérie Barre, qui a publié Les Enragés et qui vient de publier Souterrain. Et ensuite, ça a été Marie-Céline Gagnon qui a republié avec moi, mais en édition bilingue, La Dot de Sarah. Il y a eu Léa Murat-Ingalls qui a publié Les rythmes de la poussière, Myriam Chancy, la traduction de son livre Voix, éclair, tonnerre, et Amandine Gay qui a réédité son livre Une poupée en chocolat. Je pense que ça fait 7. J'espère n'avoir oublié personne. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. C'est vraiment un projet pour lequel je me bats énormément. Et en ce moment, tu travailles sur quoi? C'est quoi ton projet? Prochain projet littéraire? Ben, écoute, ça va prendre un certain temps. Mon Irebo a consommé beaucoup de mon énergie et puis de ma créativité et de mon temps. Donc ça va prendre un peu de temps, mais déjà de nouvelles choses commencent à germer. Et puis la collection Les Martiales est déjà sur ces 2 prochains projets. Donc à suivre, ça viendra bientôt. Et comment tu trouves la santé du monde littéraire au Québec en ce moment? Le monde littéraire au Québec a toujours été très dynamique. Ce à quoi je crois avoir un peu contribué quand même avec la collection Les Martiales, c'est que maintenant, toutes les maisons d'édition cherchent à publier des femmes noires. C'est un peu l'intention, tu vois, que c'est une vague de fond, justement, ça produit beaucoup d'effets parce qu'elle vient de loin. Et donc maintenant, il est difficile de trouver une maison d'édition qui n'a pas publié au moins une autrice noire. Et voilà, je pense avoir un petit peu contribué à ça, à ma manière. Et pourquoi ça, c'est important pour toi? C'est très important parce que les femmes noires sont créatrices, elles imaginent des univers et que la seule raison pour laquelle elles n'avaient pas émergé peut-être
avec autant de force, c'est pas parce qu'elle n'existait pas, mais c'est parce que les barrières systémiques ne permettaient pas qu'elle remonte jusqu'à la surface, pour continuer la métaphore maritime. Tu vois, et donc là maintenant, quand elles sont absentes, on se questionne sur leur absence. Et ça, c'est très important. C'est le début d'une possibilité de changement. Et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que, comme tu le dis, elles viennent aussi avec des histoires différentes et un point de vue complètement nouveau sur certains sujets. C'est toujours une perte pour le monde quand il y a des voix qui manquent à l'appel. Exactement. Toujours une perte. Parce que c'est l'humanité entière qui a besoin que toutes les voix puissent s'exprimer et imaginer avec elles de manière de plus en plus urgente, puisque tu vois que notre monde se complexifie et qu'il se brutalise. Alors de plus en plus et de mieux en mieux, il faudra entendre ce que toutes les voix ont à nous dire. Avec le temps qui passe, je m'intéresse beaucoup aux différentes diasporas d'Haïti. Oui. Est-ce que tu as des projets qui cherchent à lancer des tentacules vers ces diasporas? Oui, c'est déjà un peu le cas. Tu vois, par exemple, Myriam Chassi, elle vit plutôt aux États-Unis. Elle écrit en anglais. Et donc, la traduire vers une des langues nationales haïtiennes, c'était vraiment un gros enjeu. Donc ça, c'est un premier pas. Et depuis cette traduction, il y a des liens qui se font de manière très naturelle avec les diasporas haïtiennes états-uniennes. Les diasporas en France aussi ont manifesté beaucoup d'intérêt pour la collection Les Martiales qui est distribuée aussi là-bas. J'avais fait une entrevue longue avec Case Rebelle, qui est un organisme militant là-bas et qui est très enthousiaste par rapport à cette idée, d'ailleurs qui a démarré depuis sa propre collection. Donc oui, les liens se feront inévitablement. Les diasporas sont appelés à se parler et à se comprendre et surtout à se rappeler ce qu'est Haïti. Que ce qu'est Haïti ne soit pas brouillé par les espaces où Haïti se prolonge de plus en plus. Voilà. C'était Stéphane Martelly. Merci beaucoup. Écrivaine, peintre et chercheur québécoise qui fait vraiment, qui brasse des choses ici. Merci. Merci à toi, Katie, et bonne continuation. Pareillement.